Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Agathe Deveau. Agathe a travaillé dans le domaine des finances pendant plusieurs longues années. Ce métier n'avait plus de sens pour elle. Elle aspirait à une autre vie, plus en accord avec la nature et surtout loin des grandes villes, des bouchons et du stress permanent qu'elle vivait jusqu'alors. Elle avait pris une décision radicale. Après mûre réflexion, elle voulut suivre les traces de son grand-père qui était éleveur dans les Pyrénées. Elle allait devenir bergère et productrice de fromage, mais n'avait pas encore d'exploitation ni de cheptel de brebis. Afin d'amorcer ce changement de vie en douceur, elle tenait d'abord à être sûre qu'elle faisait le bon choix. Elle fut conviée par un ami de la famille, Roger, qui était aussi éleveur, à participer à une transhumance dans les Pyrénées. Chaque été sonnait l'arrivée de cette coutume ancestrale, où un grand nombre d'éleveurs attachés à cette tradition marchaient pendant des jours pour emmener leurs troupeaux paître en moyenne montagne. Cette invitation ne pouvait mieux tomber, et Agathe prévoyait juste après de chercher une exploitation et de s'installer à la rentrée si tout se passait bien. Agathe devait d'abord se rendre à la ferme de Roger, et de là, il comptait prendre la route avec son fils Anthony qui travaille avec lui. Agathe trépignait d'impatience. Elle n'avait jamais participé à un tel événement, et elle imaginait cela comme une expérience unique et très certainement pleine d'enseignements pour sa reconversion professionnelle. Et qui sait, elle aussi pourrait peut-être l'année suivante partir en transhumance avec son propre troupeau de brebis. Elle arriva à la ferme de Roger en début de matinée et fut accueillie les bras ouverts par Roger, son épouse Rosa et leur fils Anthony. Roger et Anthony lui firent le tour du propriétaire afin qu'elle se rende mieux compte de ce qui l'attendait. Le troupeau était à l'extérieur et comptait une vingtaine de bêtes. On lui expliqua qu'il fallait équiper une brebis meneuse avec une cloche pour que le reste du troupeau la suive. Elle remarqua aussi la présence de 2 chiens de berger indispensables pour que les brebis ne s'égarent pas en route. Sentant qu'Agathe était fatiguée par son trajet depuis la région parisienne, Roger l'invita à venir partager avec sa famille le déjeuner. Rosa avait préparé un délicieux gigot d'agneau dont l'odeur embaumait toute la maison et mettait en appétit. Alors qu'ils étaient tous installés à table, ils reprirent le fil de la discussion concernant la transhumance. Rosa demanda à son mari et à son fils de laisser la pauvre Agathe respirer un peu et reprendre des forces. Cette discussion pouvait bien attendre la fin du repas. Agathe sourit et apprécia l'intervention de Rosa qui semblait avoir lu dans ses pensées. Toutes ces informations qu'elle recevait d'un coup l'avaient un peu impressionnée. Après le déjeuner, Roger reprit la conversation là où il l'avait laissée. Il est important pour lui qu'Agathe sache que cette nouvelle vie qui l'attendait n'est pas toujours de tout repos. C'est un travail parfois difficile, et qu'il pleuve ou qu'il vente, il faut absolument s'occuper des bêtes. Elle devait s'attendre également à ne plus pouvoir prendre de vacances à sa guise. Il insista sur le fait qu'il lui disait cela non pas pour l'en dissuader, mais juste pour qu'elle sache où elle mettait les pieds. Mais Agathe l'avait bien compris, et lorsque son regard s'étendit sur cette plaine entourée par une nature sauvage et avec pour seul bruit le bruissement du vent et le bêlement des brebis, elle ressentit ce sentiment si particulier qui ne trompe pas. Elle était au bon endroit. Elle avait trouvé sa place.
Agathe passa la journée avec Anthony, qui répondit à toutes ses interrogations sur le métier d'éleveur et la transhumance. Il lui avoua qu'il n'échangerait pour rien au monde son métier avec un autre, où il serait enfermé dans un bureau toute la journée. Mais dans cette partie du pays, il peut aussi parfois y avoir des déconvenus. Il lui raconta que sur des exploitations voisines, il y avait eu des attaques de loups. Et cette année, certains éleveurs craignaient que la route de la transhumance ne soit pas aussi sûre que d'habitude. Agathe n'avait pas envisagé ce scénario. Que ferait-elle si elle se trouvait face à face avec un loup? Anthony ajouta que parfois il y a également des ours de passage dans la région, mais il est assez rare qu'ils s'approchent des exploitations. Agathe lui demanda qu'avait-il prévu pour protéger le troupeau de ces animaux sauvages. Anthony lui dit que son père avait décidé de prendre son fusil au cas où. Elle lui demanda s'il n'y avait pas un autre moyen de faire fuir ces loups, sans pour autant en venir à les tuer. Anthony lui dit que les éleveurs n'avaient pas d'autre choix. Les autorités n'offraient pas vraiment d'autres alternatives. Agathe ressentit un peu d'inquiétude. Elle espérait ne pas avoir à en arriver là. Il était important pour elle de vivre en harmonie avec la nature et tous les animaux qui se trouvent dans la région. Agathe s'était habituée à se lever aux aurores, car les animaux n'attendent pas qu'on s'occupe d'eux. Afin de mettre le pied à l'étrier, elle s'était proposée d'aider à s'occuper des animaux. Elle alla à la bergerie pour nourrir les bêtes avec du fourrage, puis elle les laissa sortir au pré. Il était prévu de commencer la transhumance après le petit déjeuner. Roger, qui n'en était pas à sa première transhumance, était déjà dehors près des bêtes, coiffé d'un béret et tenant à la main un bâton de berger sur lequel il s'appuyait fièrement. Il siffla pour signaler aux chiens de rassembler le troupeau. Ils allaient voyager légers, car il y a quelques jours, Anthony avait déposé dans un abri plus en hauteur dans les montagnes des provisions et du matériel. Une fois que tout ce petit monde fut prêt, ils se mirent en route. L'ambiance était très festive, tous les éleveurs attendaient cette période avec impatience. Les gens les saluaient sur leur passage. Il leur arrivait de bloquer la route de temps à autre, mais les automobilistes étaient patients et étaient amusés de voir les troupeaux de brebis déferler sur les routes. Même les brebis semblaient ravies et impatientes d'arriver à bon port et de se délecter d'herbes fraîches et bien grasses. Il était même parfois difficile de suivre leur cadence. Le troupeau était entouré par les chiens qui veillaient au grain. Pas une brebis ne pouvait s'égarer avec une telle équipée. Agathe se sentait dans son élément. Elle vivait cette expérience comme un retour aux sources. Roger la guidait pour lui montrer comment éviter de perdre un animal sur les routes escarpées. Au croisement d'un chemin, ils rencontrèrent un autre berger qui lui aussi conduisait son troupeau vers les pâturages d'été. Ils décidèrent de s'arrêter pour casser la croûte et se reposer un peu ainsi que leurs troupeaux respectifs. L'autre berger ne cachait pas son appréhension. Il aurait entendu qu'un loup solitaire, en provenance du sud, aurait été aperçu plus en hauteur. Ces nouvelles n'étaient pas rassurantes. Mais au moins, il n'y avait pas eu d'attaque pour l'instant. Roger prit un air sérieux. Il allait falloir redoubler de vigilance. Mais il essaya de détendre l'atmosphère et de profiter de cet instant qu'ils avaient attendu tous avec impatience. Ils partagèrent un léger déjeuner, fait de pain de campagne, de fromage et de saucissons, puis ils reprirent la route. Au fil de la marche, ils commençaient à monter de plus en plus en altitude. L'air se faisait plus frais, et une légère brume commençait à envelopper la route. Roger indiqua à Agathe et à son fils que le temps allait se gâter. La brume allait rendre difficile la visibilité, et il était préférable de se mettre à l'abri, dans un endroit prévu à cet effet à quelques mètres d'ici. Effectivement, à peine eut-il le temps de terminer sa phrase, qu'ils avaient peine à se voir les uns les autres. Ils pressèrent le pas, et arrivèrent à un grand pré avec une petite cabane en bois. Roger laissa le troupeau à l'extérieur, et il invita Agathe et son fils à entrer dans la cabane pour se réchauffer un peu,
car la température avait chuté brusquement. Les chiens allaient rester pour les surveiller. Ils pouvaient donc se reposer sans crainte. Roger suggéra qu'il était préférable de dormir un peu pour se reposer, car ils allaient reprendre la route demain de bonne heure. Agathe avait pris avec elle un sac de couchage, car secrètement, elle aurait bien voulu dormir à la Belle Étoile, non loin des bêtes. Mais les deux hommes l'en dissuadèrent à cause de la présence du loup dans les environs. Tout le monde s'était endormi exténué par cette journée de marche. Quand soudain, un bruit brisa le silence de la nuit. On entendait les bêtes s'agiter et les chiens aboyer. Tout le monde se réveilla en sursaut. Anthony était apparemment déjà sorti pour voir ce qu'il se passait. Roger s'empressa de le rejoindre en prenant avec lui son fusil de chasse. Il demanda à Agathe de rester à l'intérieur de la cabane et de fermer la porte derrière lui. Probablement effrayé par quelque chose, le troupeau s'était égaré au loin. Et les deux hommes allèrent à leur recherche, s'éloignant considérablement de la cabane. Alors qu'ils progressaient dans la nuit, avec pour seul éclairage la lumière de la lune, Agathe, en regardant par la fenêtre, se rendit compte qu'il y avait du mouvement au loin, au niveau d'un monticule rocheux. Elle resta à la fenêtre pour identifier quel genre d'animal cela pouvait être. Elle perçut deux yeux qui brillaient dans la nuit. Elle sursauta de peur, car quelque chose de tout à fait inhabituel l'interpella. Les deux yeux qui brillaient au loin auraient dû être à quelques centimètres du sol s'il s'agissait d'un loup, d'un chien sauvage ou un autre animal. Mais les deux yeux qu'elle vit étaient à plus de 2 mètres du sol, ce qui lui glaça le sang. Elle entendit ensuite un hurlement ressemblant à celui d'un loup. Elle perdit de vue la chose qui l'observait à distance, et il lui semblait que quelqu'un se déplaçait autour de la cabane. Effrayée, elle vérifia que la porte était bien fermée. Et tout à coup, elle entendit cette chose monter sur le toit et hurler à la mort. Sous le poids de cette bête, on voyait de la poussière tomber du toit, et Agathe craignait que celui-ci ne s'effondre. Elle entendit très distinctement la chose redescendre du toit et gratter sur les parois de la bâtisse. Agathe était seule et terrifiée. Elle entendit cette créature partir au loin. Elle regarda discrètement par la fenêtre et crut voir une énorme silhouette s'éloigner dans la nuit. C'était très étrange. Ce ne pouvait pas être un loup. Elle se dit que vu le gabarit de cette bête, il serait plus cohérent que ce soit un ours. Mais les hurlements ne coïncidaient pas. Agathe, qui avait poussé la table devant la porte de la cabane, car elle ne paraissait pas très solide face à ce colosse, resta prostrée en attendant que Roger et Anthony reviennent. Elle sentit ensuite quelqu'un pousser la porte et frapper. Elle bloqua la porte avec force et craignait le pire. Mais une voix se fit entendre et elle fut soulagée lorsqu'elle se rendit compte qu'il s'agissait de Roger. Rassurée, elle ouvrit la porte et le laissa entrer. Roger n'avait pas croisé Anthony. Il avait donc rebroussé chemin en espérant que son fils soit dans la cabane avec Agathe. Il commençait à être gagné par l'inquiétude. Mais fort heureusement, quelques minutes plus tard, Anthony revint tout essoufflé car il avait été pris en chasse par un loup. Mais il avait réussi à le semer. Les rumeurs disaient donc vrai. Il y avait bien une bête qui semait la terreur dans ces montagnes. Agathe resta silencieuse. Elle n'osait pas leur confier ce qu'elle avait vu. Et même si elle le faisait, allait-il vraiment la croire? Le lendemain, Roger et Anthony étaient déjà dehors, près des bêtes qu'ils avaient retrouvées un peu avant qu'Agathe se réveille. Lorsqu'elle sortit à son tour, les deux hommes la rassurèrent en l'informant qu'aucune bête n'avait été attaquée et qu'il ne manquait aucune brebis. Agathe fit le tour de la cabane
et quelque chose attira son attention sur une des planches du mur à l'extérieur. Il y avait des traces de griffes d'une taille impressionnante. Non pas au niveau du sol, mais à plus de 2 mètres. Cela ne fit que confirmer ce qu'elle avait vu. Ces montagnes abritaient quelque chose de bien plus terrifiant qu'un simple loup solitaire. Elle devait en informer les autres, mais elle se demandait comment elle allait amener la chose. Roger, Anthony et Agathe reprirent la route. Roger et Anthony menaient la marche, et Agathe et les chiens étaient en fin de cortège. Agathe n'arrêtait pas de penser à ce qu'elle avait vu la veille. Elle craignait que cette chose ne les suive à la trace. Elle trouva du réconfort en se rappelant que les chiens avaient reniflé la présence de cette créature. Donc, si celle-ci s'approchait de nouveau, au moins elle serait prévenue. Roger trouva Agathe très distante et silencieuse, alors qu'ils avaient repris la route. Il sentait que quelque chose la tracassait. Il lui demanda si tout allait bien. Agathe hésita à dévoiler ce qu'elle avait vu, mais elle ne voyait pas comment Roger ou Anthony pourraient la croire. Elle lui répondit qu'elle était seulement un peu fatiguée. Elle essaya de trouver une explication rationnelle. Elle voulait se convaincre que ce qu'elle avait vu était seulement un ours. Certes, cela pourrait expliquer les traces de griffes sur la porte de la cabane. Mais comment justifier les hurlements alors? Après ces 3 jours de marche, parfois éprouvantes, ils arrivèrent enfin au pâturage où les brebis allaient passer une grande partie de l'été. Il y avait une maisonnette et une bergerie. Car même si les bêtes restaient tout le temps dehors à profiter de l'herbe fraîche, il pouvait arriver à cette période de l'année que de violentes tempêtes se déclenchent subitement et disparaissent tout aussi vite. Même si elles ne durent pas longtemps, elles peuvent faire pas mal de dégâts et dans ce cas, il est préférable de mettre le troupeau à l'abri. L'espace d'un moment, le choc et l'inquiétude que ressentait Agathe se dissipèrent et laissa place à une profonde sérénité inspirée par les montagnes et les vallons recouverts de fleurs sauvages. Les brebis elles aussi semblaient être au paradis et broutaient copieusement l'herbe bien verte et encore recouverte de rosée matinale. Munie de son bâton de bergère, Agathe était de plus en plus à l'aise et on aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. Une journée de plus passa. Et cela ne fit que confirmer qu'elle avait choisi la bonne voie. Elle songeait même à s'installer dans le coin, pour pouvoir chaque année participer à la transhumance. Ces journées en plein air lui faisaient le plus grand bien. Le soir commençait à tomber sur les montagnes des Pyrénées-Orientales. Roger, Anthony et Agathe étaient dans la maisonnette et s'apprêtaient à dîner. Lorsqu'on entendit la pluie tomber légèrement, puis de façon plus intense, et le vent se mit à souffler très fort. Ils sortirent tous pour vite rentrer les bêtes. Agathe et Roger menaient le troupeau dans la grange, et ils s'apprêtaient à refermer quand ils entendirent le cri perçant d'un loup qui semblait être très proche. Agathe et Roger avaient perdu de vue Anthony, et Roger n'avait pas pris son fusil. Il n'avait pas le temps de rentrer dans la maison. Roger dit à Agathe de courir se réfugier dans la bergerie. Il la suivit de près, quand quelque chose le happa et il se mit à crier. Agathe, apeurée, se mit à courir. Dans la panique,
Elle n'arrivait pas à ouvrir la porte de la grange qui était coincée, et elle prit la fuite. Elle se retourna pour voir si elle était poursuivie. Et c'est avec horreur qu'elle aperçut une énorme créature aux allures de loup, mais qui se tenait debout et faisait plus de 2 mètres être à ses trousses. La pluie s'était arrêtée un instant, et les nuages bougeaient à toute vitesse, dévoilant une lune parfaitement pleine. Lorsque les nuages cachèrent de nouveau la lune, cette créature hybride s'arrêta un moment, comme prise de convulsion. Son visage se transformait, comme s'il se métamorphosait en humain. Agathe reconnut alors Anthony, et sous le choc, elle resta figée sur place. Puis, les nuages poussés par un vent violent laissèrent apparaître la pleine lune. Le visage d'Anthony se déformait, et il reprit une apparence de loup-garou. Dans cet état, il semblait avoir perdu toute sa raison et son humanité, et il prit Agathe en chasse. Elle se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait, et à cause de la pluie, elle glissa et manqua de se briser une jambe. Blessée et incapable de se déplacer, elle se sentit prise au piège, car elle était au bord d'un précipice. La créature s'approchait dangereusement, et alors qu'elle croyait sa dernière heure venue, elle entendit un coup de feu retentir. C'était Roger. Il tira encore plusieurs fois les larmes aux yeux, ce qui lui laissa penser que Roger savait qu'il s'agissait de son fils. Après avoir tiré la dernière cartouche qui restait dans son fusil, la bête s'écroula sur des rochers en contrebas, près d'une petite rivière. Roger arriva en courant pour voir si Agathe allait bien. Par chance, elle était saine et sauve. Roger descendit ensuite près de la rivière et découvrit le corps inanimé de son propre fils, qui avait repris son apparence humaine. Agathe s'approcha également un peu inquiète, mais Roger lui dit qu'elle ne craignait plus rien. Roger, totalement effondré, dit à Agathe qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec son fils. Il y a de cela 2 semaines, Anthony faisait des allers-retours pour transporter des provisions à la cabane. Un soir, il rentra en panique et il boitait. Il confia à son père qu'un loup l'avait attaqué et mordu à la cheville. Roger voulut l'emmener chez le médecin, mais Anthony lui dit que c'était moins grave que ce qu'il paraissait. Et de plus, sa blessure guérit très rapidement. Il passa donc à autre chose et oublia cet incident. Cependant, Roger avait remarqué quelques changements dans le comportement de son fils. Les chiens semblaient aussi nerveux parfois en sa présence. Il était souvent d'humeur changeante et parfois même colérique. Il l'avait surpris plus d'une fois manger de la viande crue avec un air bestial. Roger avait pensé que le loup qui l'avait mordu avait peut-être la rage et qu'il l'avait transmise à son fils. Alors que Roger et Agathe discutaient, Roger jeta à nouveau un coup d'œil vers le corps de son fils qui était à quelques mètres. Mais celui-ci n'était plus là. Roger aida Agathe à se relever et ils rentrèrent à la cabane. Roger décida de confier son troupeau à un ami et de partir à la recherche de son fils. La blessure d'Agathe n'était pas aussi grave qu'elle le pensait, mais elle resta quand même sur place. Elle discuta avec le nouveau berger qui s'occupait du troupeau. Il lui confia qu'une association qui œuvrait pour la protection animale avait découvert quelque chose de troublant. Le loup qui avait été aperçu il y a quelques jours se serait échappé d'un laboratoire espagnol suspecté de faire des tests sur des animaux, et notamment sur des loups, où un sérum expérimental contre la rage leur avait été injecté. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce loup était très certainement celui qui avait mordu Anthony et qui avait causé sa métamorphose. Cette information était cruciale et Agathe se dit qu'il fallait absolument qu'elle en informe Roger. Roger ne prit pas très bien la nouvelle. Il recherchait désespérément son fils, en espérant pouvoir trouver un moyen de le soigner. Il confia à Agathe que des personnes l'auraient vu sous sa forme humaine faire du stop en direction de San Sebastian.
Il espérait seulement que celui-ci n'ait pas encore passé la frontière. Roger, qui connaissait énormément de monde dans la région, fit jouer ses connaissances et par une extraordinaire chaîne de solidarité, Anthony fut repéré près d'une station-service non loin de la frontière. Roger demanda au gérant de la station-service de le retenir aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'il arrive sur place. Agathe demanda à Roger si elle pouvait venir avec lui, et il accepta. À la station-service, Anthony ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. Il était confus et apeuré. Il alla aux toilettes de la station-service pour passer de l'eau froide sur son visage. Il avait quelques égratignures, mais étonnamment aucun impact de balle. Il se regarda longtemps dans le miroir juste en face de lui, en espérant n'avoir fait de mal à personne. Il entendit au même moment quelqu'un tourner la clé dans la serrure de la porte d'entrée des commodités. Le gérant avait pris cette mesure extrême pour qu'Anthony ne se sauve pas et disparaisse dans la nature. Celui-ci ne protesta même pas et s'assit sur le sol, l'air hagard. Roger et Agathe arrivèrent sur place peu de temps après. Ils se précipitèrent à l'endroit où Anthony était enfermé et fort heureusement, il était encore là. Anthony était toujours assis au sol, en pleurs, complètement dépassé par la situation. Roger prit son fils dans ses bras et lui dit que tout irait bien. Agathe les observait et était émue par cette scène. Elle se demandait s'il était vraiment possible d'inverser cette transformation. N'était-il pas déjà trop tard? Alors qu'on les entendait depuis la boutique de la station-service, un homme au fort accent espagnol entra dans la pièce où ils étaient. Il referma la porte derrière lui, car il voulait être le plus discret possible. Il s'adressa à eux en disant qu'il connaissait peut-être un moyen de soigner Anthony. De toute évidence, il avait entendu une bonne partie de la conversation et semblait savoir ce qu'il se passait. Roger et Agathe lui demandèrent qui était-il pour affirmer avec autant d'assurance une telle chose. Il se présenta sous le nom de Manuel et dit qu'il travaillait pour un laboratoire qui expérimente des traitements sur des loups déjà atteints de la rage. Comme leur cas était de toute façon désespéré, ces scientifiques expérimentèrent tout un tas de vaccins et de sérums antidotes. Un des scientifiques, après avoir injecté à un des loups le traitement, avait malencontreusement oublié de verrouiller la cage où se trouvait un des loups. Et celui-ci prit la fuite. Le résultat de cette négligence fut la morsure que ce loup infligea à Anthony. Et nul ne pouvait se douter de la réaction en chaîne après celle-ci. Évidemment, la pleine responsabilité de cette attaque revenait sur les épaules du laboratoire. Anthony, après cette mésaventure, était devenu le patient zéro et avait développé un syndrome de lycanthropie, autrement dit, une métamorphose en loup-garou. Il ne voulait pas que cette affaire s'ébruite, et Manuel proposa donc d'emmener Anthony au laboratoire pour essayer de trouver une solution. Il demanda à Anthony s'il avait attaqué un être humain, car si c'était le cas, il serait plus difficile de le guérir. Anthony avait les idées floues, seulement de vagues souvenirs. Il avait lutté de toutes ses forces pour ne pas s'en prendre à un être humain, et il pensait ne pas l'avoir fait. Roger confirma qu'aucune attaque sur des humains n'avait été recensée par les autorités, ce qui soulagea Anthony. Comme la morsure était relativement récente, Manuel était confiant et pensait pouvoir lui injecter un antidote expérimental. Mais cela allait prendre plusieurs jours, et il fallait aller au labo sans plus attendre. Anthony fut transporté au laboratoire de la Monteria. On lui injecta plusieurs doses de sérum et antidotes. Les premiers tests n'étaient pas très concluants, mais après 3 jours, Anthony semblait retrouver peu à peu son état normal. Cependant, il fallait attendre la prochaine pleine lune pour être sûr que cela ait vraiment marché. Les premiers tests sanguins montraient que les anticorps qu'on lui avait injectés avaient détruit et rejeté le virus lycanthrope. On l'informa qu'il se pourrait qu'il reste malgré tout quelques effets indésirables mineurs, mais sans danger, ni pour lui, ni pour les autres.
Anthony retourna avec son père sur l'exploitation familiale. Et tous redoutaient le premier soir de pleine lune et des effets qu'il pouvait avoir sur lui. Le soir venu, Anthony sortit dehors et son père l'accompagna fébrile. La lune était pleine. Anthony portait son regard sur ses mains, craignant de voir sous ses yeux l'horrible transformation qu'il avait vécue la dernière fois. Mais absolument rien de semblable ne se produit. Son père, soulagé, éclata en sanglots. Agathe était restée à l'intérieur avec Rosa, par mesure de sécurité. Cependant, Anthony remarqua certains changements chez lui. Sa vision en pleine nuit et dans le noir total était devenue surhumaine. Il nota aussi qu'il était plus agile et rapide. Il pouvait parcourir des kilomètres à une allure soutenue et sans même être essoufflé. Manuel faisait sans doute référence à cela en parlant d'effets secondaires sans danger. Quant à Agathe, elle décidait de poursuivre son nouveau projet de vie. Mais elle préféra aller s'installer ailleurs, et personne ne pouvait la blâmer pour cela. Bien qu'elle soit reconnaissante de l'accueil de Roger et de sa famille, ce fut tout de même une expérience très traumatisante pour elle. Et il est certain que cette première transhumance dans les Pyrénées lui laissera un souvenir mémorable, mais certainement pas pour les raisons qu'elle espérait. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.